Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous parlerons aujourd'hui d'Emmanuel Kant, philosophe assez particulier, très important dans l'histoire de la philosophie. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Camille de Villeneuve. Bonjour Camille. Bonjour Parnell. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Kant est un philosophe sur lequel vous enseignez ici au Centre Sèvres. Alors, avant de plonger un peu plus dans sa philosophie, dans ses idées, qui était Emmanuel Kant ? Alors Emmanuel Kant est un philosophe allemand du XVIIIe siècle qui a vécu à Königsberg. C'est pour ça que souvent on entend l'expression le philosophe de Königsberg. Voilà, il faut savoir que c'est Kant. C'est un philosophe donc du XVIIIe siècle, le grand siècle des Lumières. On peut dire que c'est un philosophe des Lumières, bien entendu. Et en même temps, donc il participe à ce mouvement des Lumières, et en même temps qu'il interroge ce mouvement, qu'il est en discussion, en échange avec ses contemporains, avec un certain nombre de philosophes qui écrivent en même temps que lui, par exemple Moses Mendelssohn, mais également les empiristes anglais, tu vois, Hume, Hutcheson, des philosophes qui sont très importants pour lui, ses contemporains. Il a vraiment à cœur d'être dans une écoute et une réciprocité de recherche. Oui. Et en même temps, Kant interroge de manière oblique ce qu'il y a d'optimisme, ce qu'il y a d'aspiration au progrès et de foi dans la raison qui sont propres aux Lumières. Et quel genre de vie avait-il ? Parce qu'on parle souvent de la vie d'Emmanuel Kant comme très spéciale. Comment vivait-il en fait ? Était-il par exemple croyant ? Était-il marié ? Avait-il des enfants ? Et sa vie a-t-elle influencé d'une manière ou d'une autre sa pensée ? Alors, c'est une question magnifique que tu poses, Parnell. Emmanuel Kant est réputé pour sa vie ascétique, très disciplinée, très organisée, la promenade, le temps, en tout cas de la promenade, le temps du travail, une forme de solitude qui n'est pas réelle, qui ne correspond pas à la réalité. Et Emmanuel Kant était entouré d'amis et comme je l'ai dit tout à l'heure, avait à cœur la relation avec l'autre, qu'il soit philosophe ou qu'il soit l'ami. Et cette réputation lui a donné l'image d'un philosophe retiré du monde, austère, ascétique, à l'image de sa morale. En réalité, Kant, avant, en effet, de se retirer dans une vie très disciplinée, rythmée, organisée et tournée, en tout cas, vers le travail, vers la conception d'une œuvre philosophique et sa réalisation. Et Kant était un jeune homme, un jeune professeur, avide de soirées amicales, de jeux, appréciant la bonne compagnie, la bonne chère, les bons vins étant une forme, on peut le dire, de dandy, si le terme n'est pas exagéré. Donc, il faut plutôt concevoir ce retrait de Kant dans cette vie très disciplinée, en effet sans épouse et sans enfant, comme simplement une vie entièrement tournée vers le travail, plutôt que comme une réalisation, une mise en pratique de la morale que par ailleurs il conçoit. Et c'est très surprenant ce que vous dites, parce que je dois l'avouer, moi non plus je ne savais pas qu'il avait des amis, qu'il allait à des soirées, qu'il était amateur de jeux. Ça nous permet d'avoir une autre image du personnage. Et alors, vous l'avez si bien souligné, c'est un philosophe de l'époque des Lumières. Et on sait qu'à cette période, dans l'histoire de la philosophie, il y avait des mouvements philosophiques assez importants, par exemple le rationalisme ou l'empirisme. Et on place souvent Kant entre ces deux. Mais en fait, était-il lui-même un empiriste ou un rationaliste ou un peu des deux ? Alors,
dire un peu des deux serait croire qu'il saupoudrait sa philosophie d'empirisme et qu'il a saupoudré de rationalisme. Kant cherche une voie qui honore à la fois la nécessité de l'expérience, qui est au cœur de l'empirisme. Si je connais, c'est parce que je fais l'expérience de la chose que je connais. Et la raison, c'est-à-dire la raison dans ce qu'elle apporte a priori, c'est-à-dire d'elle-même, à l'expérience, la manière dont elle informe cette expérience pour produire une connaissance. Par conséquent, ce qu'essaye de faire Kant, c'est de penser la production de la connaissance en tenant compte à la fois du fait que toute connaissance commence avec l'expérience, ça c'est une phrase qui est très importante chez Kant, et en même temps en tenant compte de la nécessité propre à nos jugements, nécessité qui provient du caractère a priori de la connaissance, en quelque sorte de ce que la raison met d'elle-même dans la connaissance. Ce qui fait que la critique de la raison pure est une sorte d'usine. C'est la description, en tout cas, de l'usine à produire nos connaissances et à produire nos jugements, qui tient compte de l'expérience, ça c'est l'esthétique, et puis qui tient compte de ce qui provient de notre raison, des catégories que nous appliquons de manière a priori à nos expériences. Et ça, c'est l'analytique. La critique de la raison pure est en fait, une fois qu'on a bien compris ce qu'elle était, la description de cette usine à produire de la connaissance, une fois qu'on a compris cela, elle ne doit plus inquiéter, elle ne doit plus terrifier. Voilà. Si je pouvais convaincre les auditeurs que Kant n'est pas un monstre de difficultés, je serais très très heureuse. Mais en même temps, vous ne pouvez pas blâmer les auditeurs parce que quand on voit un peu la taille des ouvrages de Kant et le langage, ce sont des textes parfois difficiles de compréhension. Oui, bien sûr, bien entendu, je ne les blâme pas du tout. Ce sont des livres difficiles, ce sont des livres longs, ce sont des livres techniques. Mais ce sont des livres d'abord qui sont plus faciles à lire que d'autres en philosophie, car le style de Kant est limpide. Et disons que il a le souci de la clarté, de la précision technique, et qu'il ne lâche jamais son lecteur. Donc il ne faut pas s'inquiéter de la difficulté éventuelle, prendre éventuellement un guide, un manuel de philosophie, ou voilà, avoir sous la main peut-être un livre de littérature secondaire qui permet de s'orienter dans la lecture. Mais Kant n'est pas un auteur difficile à lire. Hegel est un philosophe très difficile à lire, ça c'est certain. Heidegger peut être difficile. Derrida est très difficile à lire. Kant n'est pas difficile à lire. Il est technique, donc il faut avoir bien en place un certain nombre de concepts avec lesquels avancer dans la lecture. Ben, c'est la deuxième fois que vous me surprenez ce matin en me disant que Kant n'est pas difficile. Moi-même, j'ai toujours pensé qu'il était difficile à lire. Alors, je sais que vous donnez un cours ce semestre sur la raison pratique chez Kant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la raison pratique? Qu'est-ce qu'il entendait par là? Alors, le cours s'intitule « Raison et liberté ». Ah, voilà, autant pour moi. C'est pourquoi... non, parce que bien entendu, on pourrait penser que c'est la critique de la raison pratique qui, en quelque sorte, répond à cette articulation de la raison et de la liberté. Comment j'exerce ma liberté dans le monde et par conséquent, comment je mets en œuvre ma responsabilité et mes devoirs. Mais on ne peut pas comprendre la morale kantienne, donc la critique de la raison pratique, sans comprendre ce qui se passe dans la critique de la raison pure et sans articuler la question du « que dois-je faire » à la question du « que puis-je savoir » et « que m'est-il permis d'espérer » qui sont les trois grandes questions de Kant, qu'il formule de cette manière. Donc voilà, que dois-je faire
Alors, on les reprend. Oui. Les 3 grandes questions de Kant sont les suivantes. Que puis-je savoir ? Donc, à cela répond la critique de la raison pure. Mhm. Qu'est-ce que je peux savoir ? Les choses dont j'ai l'expérience et expérience à laquelle ma raison peut appliquer un certain nombre de catégories. Donc, il y a des choses que je peux savoir, c'est-à-dire sur lesquelles je peux émettre des jugements que l'on pourra dire nécessaires et vrais. D'accord ? Que puis-je savoir ? Mais il y a des choses que je ne peux pas savoir et que je ne pourrai jamais savoir. Comme quoi, par exemple, si vous avez un Des exemple choses dont je n'ai là-dessus. pas l'expérience. Par exemple, Dieu. Je n'en ai pas l'expérience. Mais alors, que dirait-il à un mystique, par exemple, qui prétend avoir une expérience personnelle de Dieu ? Eh bien, il lui dira que cette expérience n'étant pas partageable, n'étant pas communicable, puisqu'elle est de l'ordre de l'ésotérisme, elle n'est pas de l'ordre de l'expérience scientifique. Par conséquent, Kant, pour tout ce qui concerne les phénomènes ésotériques, les illuminations, la vie mystique, nous dira peut-être que ces phénomènes existent, peut-être, mais au fond, personne ne peut le savoir, et par conséquent, à leur sujet, nous ne pouvons affirmer aucun jugement. Nous ne pouvons poser aucune proposition à leur sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'élan de notre raison qui nous entraîne au-delà de l'expérience ? Puisque spontanément, nous avons envie de poser l'idée d'un Dieu créateur. Nous avons envie de poser l'idée d'un bien vers lequel s'oriente l'humanité ou la nature. Oui. Nous avons envie de penser, en tout cas nous le pensons, l'idée que l'âme soit immortelle. Nous avons en nous un élan qui vient de notre raison, et cet élan l'amène à chercher à déborder les possibilités réelles de notre entendement, c'est-à-dire les possibilités que nous avons de connaître des choses. Nous ne nous contentons pas des connaissances qui sont possibles pour nous. Et nous avons en nous le désir d'en connaître davantage. Et c'est pourquoi il y a la métaphysique. Et Kant nous dit une chose très simple dans la critique de la raison pure. Il dit, voilà comment on connaît, voilà comment est produite une connaissance. Ce domaine-là de la connaissance est limité. Le reste, ce que je ne peux pas connaître, eh bien, je ne l'abandonne pas au silence pour autant. Kant ne dit pas ce que je ne peux pas connaître, je n'en parle pas. Voilà. Non, certainement pas. Il nous dit ce que je ne peux pas connaître, eh bien, je peux toujours le penser. Je peux toujours le penser. Et je peux le poser. Je peux poser l'idée de Dieu. Je peux poser l'idée de l'immortalité de l'âme. Ça ne veut dire en aucun cas que Dieu existe, que l'âme est immortelle. En aucun cas, je ne peux affirmer de telles propositions, mais au moins je peux le penser et le poser. Parce que ce sont des besoins de ma raison, mais aussi, et c'est là qu'on en vient à la raison pratique, mais aussi parce que ces idées, avec un grand I de la raison, elles orientent, elles guident, elles viennent soutenir mon action dans le monde, mon action morale. Voilà, donc c'est pourquoi, pour comprendre la morale kantienne, il est indispensable de passer par, disons, son épistémologie, sa théorie de la connaissance, parce que il y est question toujours de la même faculté qui est celle de la raison. D'accord ? La raison qui connaît, la raison qui pense et la raison qui se fait morale, qui devient pratique, c'est toujours la même raison. Et alors, pour finir avec ces 3 questions, donc là, on a parlé du « que puis-je savoir » et ensuite, il y avait… Que puis-je savoir ? Ensuite, il y a « que dois-je faire » ? Que dois-je faire ? Ça, c'est la question à laquelle répond la critique de la raison pratique. Que dois-je faire ? Alors, et la 3e question, c'est que m'est-il permis d'espérer ? Si je fais bien tout ce que je dois faire, si je suis parfaitement vertueux, si j'obéis à la loi morale qui est en moi, qui me parle, qui s'adresse à moi, qu'est-ce qui m'est permis d'espérer, c'est-à-dire quelle récompense je peux éventuellement attendre. Voilà. Et que dois-je faire, donc, est une question à laquelle
Kant répond dans la critique de la raison pratique, et auparavant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Et que m'est-il permis d'espérer est une question qui est prise en charge en partie par la critique de la raison pratique, mais surtout par la religion dans les limites de la seule raison. Alors, en parlant de ce qui est permis de faire, j'aimerais aborder un peu la question de la morale chez Kant. On a très souvent entendu parler de l'impératif catégorique. Alors, qu'est-ce que cela signifie en fait? Juste parce qu'il y a des auditeurs qui ont sans doute entendu parler de ce mot, mais il n'est pas toujours aisé de comprendre ce qu'il voulait vraiment dire par là. Bien sûr. On peut commencer par une chose toute simple. La question est, que dois-je faire? Et Kant, en fait, ne répond pas à cette question directement. Il ne nous dit pas, il faut faire ceci, ceci, cela. Il ne donne pas un contenu à la morale. Il ne définit pas ce qui est bien ou ce qui est mal. Hein. Il n'est pas moraliste, il n'est pas prêtre. Il nous répond, la moralité, elle tient non pas au contenu de nos actions, à ce que nous faisons, mais elle tient à la forme que prend la maxime de mon action. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais, c'est la raison pour laquelle je le fais et la manière dont je me formule à moi-même mon devoir. C'est pour ça qu'on a parlé de formalisme kantien. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que je fais, c'est la forme que va prendre le devoir que je m'impose à moi-même. Sa formulation. Alors, prenons un exemple concret qui est celui de Kant et qui a fait couler beaucoup d'encre parce que, bien entendu, il a reçu beaucoup de contestations, de réponses à cela. Je suis chez moi, un ami frappe à ma porte, il est poursuivi par la police pour des raisons qui sont peut-être justifiées, peut-être pas. Il me demande de le cacher. Et il me demande, si la police vient chez moi, de surtout dire qu'il n'est pas. Donc il vous demande de mentir en fait. Il demande de mentir. Voilà. C'est la question du droit de mentir. Et Kant affirme que la pureté morale veut que je ne mente pas pour cacher mon ami. Alors pourquoi ? Parce que ne pas mentir est une forme d'impératif catégorique. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vouloir que le mensonge soit une loi universelle. C'est-à-dire que le principe de mon action, le principe selon lequel j'agis, doit toujours pouvoir être universalisable. C'est-à-dire que lorsque j'agis, je dois me dire, est-ce que le principe auquel je me soumets en agissant, il peut être valable pour tout le monde ? Est-ce que si tout le monde faisait comme moi, est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi ? Est-ce que je peux vouloir que tout le monde fasse comme moi ? Et donc si je mens, je ne peux pas en même temps vouloir que tout le monde mente, sinon il n'y aurait plus aucun critère de distinction du vrai et du faux. Je ne peux pas vouloir que tout le monde mente parce que sinon, mon exception, mon petit mensonge particulier n'aurait même plus de sens. Tu vois, même d'un point de vue logique, ça ne fonctionne pas. C'est pas seulement d'un point de vue moral, c'est d'un point de vue logique. Voilà. Parce que j'annule l'exception qui est mon mensonge. Donc je ne peux pas vouloir que ce soit universalisable. C'est un petit peu ce que les gens spontanément devinent lorsqu'ils disent « si tout le monde faisait comme toi, si tout le monde faisait… » C'est un peu un petit propos moralisateur qu'on peut dire « si tout le monde faisait comme vous… » Mais il y a de cela dans l'impératif catégorique. C'est est-ce que la maxime de mon action, donc la proposition à laquelle je me tiens, tu vois, pour agir, est-ce que cette maxime, tout le monde peut la vouloir ? Est-ce que moi, je peux vouloir que tout le monde l'applique également et lui obéisse ? Voilà pour la différence entre le contenu
de l'action et la forme de la maxime selon laquelle je vais agir. Très intéressant en effet. Alors malheureusement, le temps nous étant compté, nous allons devoir mettre fin au podcast parce que, évidemment, Kant est un philosophe passionnant. Nous pourrions parler de lui toute la journée. Mais avant de conclure, j'aimerais vous poser 2 petites questions. La première concernant Kant, bien sûr. Disons que quelqu'un voudrait se mettre à lire Kant. Quel livre? Avez-vous un livre en particulier que vous lui recommanderiez de lire en premier? Pas nécessairement Kant lui-même, ça pourrait être un guide rédigé par un autre auteur, même contemporain. Et la deuxième question, c'est sur les cours que vous donnez, pas ce semestre, mais le semestre prochain. Donnerez-vous un cours sur Kant ou sur un autre philosophe? Alors, pour ce qui est de la lecture, ma suggestion est de commencer par des extraits de textes de Kant qui sont proposés dans le commerce et certains volumes sont très bien faits et permettent de suivre l'œuvre de Kant à travers un certain nombre de textes qui sont des vrais guides. Et ça permet aussi de lire un peu de Kant sans inquiétude et de découvrir que ce n'est pas si difficile que cela. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et pour le cours de l'année prochaine, je vais redonner le cours de philosophie de la connaissance au 2e semestre. Et puis, encore l'année suivante, le cours langage et vérité. D'accord. Bien, merci infiniment Camille d'être venue et de nous avoir parlé de Kant. Merci beaucoup Parnell. Voilà. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite une bonne journée. Nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.